quand ils disent « j'applique du Scrum, ça marche pas ». Alors, montre-moi comment tu appliques du Scrum. Ok, en fait, ce que tu es en train d'appliquer, c'est juste ce que tu vois dans 90% des formations bullshit, du Scrum toxique, du Scrum zombie, qui est formé en bouche à oreille depuis des années, alors que c'est pas du tout ça. Je dis souvent à des clients, restez en waterfall. J'ai beau être PST et adorateur de Scrum, ce que tu veux machin, je ne leur vendrai pas du Scrum si ça n'a aucun intérêt. Des fois, il vaut mieux du beau projet cycle en V, du beau projet waterfall s'ils savent exactement ce qu'ils veulent, plutôt que de mettre en place un bon bullshit où ils vont prendre un cahier des charges, le découper en sprint et foutre des gens dessus, courir dans la roue de hamster façon Feature Factory pour absolument finir des items et livrer au bout de 3 ans et tester au bout de 3 ans. Ça, c'est non. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Unbullshit, la chaîne qui va mettre un terme au bullshit en informatique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez bullshit. Je pense que c'est le sujet le plus bullshit que je vais avoir dans la chaîne à ce jour. Parmi tous les sujets qu'on a abordés, il s'agit de Scrum. Et pour simplifier et démystifier tout cela, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-Christophe Pagès. Bonjour Jean-Christophe et bienvenue dans la chaîne. Salut, tu vas bien? Merci, ouais, très bien. Et toi, Jean-Christophe? Écoute, ça va. Je suis ravi de venir sur une chaîne qui parle de anti-bullshit. Et tu connais, Scrum, j'adore. Scrum, c'est mon dada, c'est mon truc. Donc, je suis prêt à en découdre là, sur le sujet. Ah, très bien. Très bien. Juste, et tu fais bien de le rappeler, c'est que Jean-Christophe, moi, je l'ai découvert sur LinkedIn. Je mettrai le lien du profil de Jean-Christophe. Allez le suivre. Vraiment, l'actu, les posts, ils sont pédagogiques, rigolos et limpides. Ça, c'est vraiment un truc... c'est rare. Très honnêtement, je le dis, c'est rare de trouver des partages comme ça. Donc, je te lis tous les jours. Jean-Christophe, tu partages énormément tous les jours. Donc, c'était pour moi logique de te proposer de venir et tu as accepté et j'en suis content. Je te laisse te présenter, Jean-Christophe, et après, on attaque le sujet du jour. Eh ben, écoute, ça marche, Rafik. Tu m'as déjà pas mal vendu, on va dire. Donc, je suis Jean-Christophe Pagès. Moi, je suis coach agile et produit, et à la fois Scrum Master expert, mais je suis aussi Professional Scrum Trainer chez Scrum.org. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Professional Scrum Trainer. C'est une personne qui est habilitée à donner des cours officiels chez Scrum.org. Donc, on a été formé pour ça. On a eu un long parcours de préparation. Et à la fin, tu obtiens ta licence pour pouvoir enseigner. Donc, tu es censé vraiment connaître Scrum sur le bout des doigts et pas que le Scrum Guide, sinon ce serait trop simple. Mais au moins savoir comment résoudre des problèmes complexes grâce à Scrum dans n'importe quel domaine d'activité, etc., etc. Donc, moi, je suis freelance. Et je travaille pour des clients, bien souvent comme Scrum Master expert, senior ou coach agile. Et moi, mon truc, c'est d'accompagner les équipes à devenir bien meilleures, devenir plus performantes, à retrouver du sens, à retrouver de la confiance, accompagner les managers autour, accompagner les organisations à faire confiance à l'humain, à s'adapter au marché pour pouvoir créer des produits vraiment de très grande valeur. Donc ça, c'est mon truc à moi. Très bien, c'est très clair, Jean-Christophe. Merci pour cette présentation et comme je le dis, je le rappelle aussi, je mettrai le lien pour suivre toute l'actu de Jean-Christophe à ce jour. On va attaquer le sujet du jour. Jingle. Moi, la première question que j'ai envie de poser, Jean-Christophe, c'est est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire le mot Scrum? Waouh. Essayer de faire simple. Scrum, ça veut dire mêlée. Comme en rugby, c'est une mêlée. C'est le collectif, c'est l'équipe qui va progresser vers un objectif, etc., etc. Tout simplement. D'accord. Donc, si je suis un rugbyman et je dis je fais du Scrum, ça colle, c'est ça? Oui, ils vont penser que tu fais une mêlée et que tu fonces dans le tas si t'es rugbyman. Mais ouais, carrément, ça colle. Et du coup, très bien. Là, c'est très clair, c'est très limpide.
Et si je te disais la philosophie qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça, c'est par rapport à un projet informatique, puisque je vois beaucoup de gens dire on fait du Scrum, machin et tout, mais ça consiste en quoi la traduction de Scrum? Parce qu'aujourd'hui on fait le focus sur les produits, les projets plus, enfin les projets informatiques on va dire. Mhm. Je vais te le faire de façon assez simple. Scrum, en fait, c'est un cadre de travail super léger. C'est pas une méthode. C'est pas une méthode dans le sens où il va pas te dire tout ce qu'il faut faire absolument à suivre à chaque fois pour obtenir le même résultat. Scrum, c'est juste un cadre de travail. Donc, en fait, il va guider les comportements des gens. Et je rajouterais que c'est même un cadre de travail léger. C'est super, super, super léger. En fait, l'avantage de Scrum, c'est qu'il va aider des équipes, il va aider des gens, il va aider des organisations à résoudre des problèmes complexes et à créer de la valeur finalement. Puisqu'aujourd'hui, tu le sais, Rafik, on est dans un environnement complexe, on est dans un environnement incertain. Et aujourd'hui, comme tu le disais, la gestion de projet, c'est souvent du prédictif. On réfléchit à des plans, on réfléchit à tout ce qu'on va faire à l'avance, on y réfléchit pendant très longtemps, et après on commence à dérouler. Sauf que le marché évolue pendant que tu conçois, pendant que tu développes, etc., etc. Les besoins de tes utilisateurs évoluent. Et puis, les métriques qu'on suit en gestion de projet, est-ce que notre projet est suivi dans les bons délais, dans le bon budget, dans la qualité, euh, avec un scope défini? Là, le but, c'est de se dire, non, changeons de philosophie et on se dit que comme on est dans un environnement incertain, complexe, qui change tout le temps, en fait, on va se dire que le scope est adaptable. Et pour ça, on va se fixer une vision, on va se fixer un grand objectif et on va démarrer. On va se lancer avec une équipe et puis on va justement adapter le scope au fur et à mesure en fonction de ce qu'on apprend. Et Scrum va nous permettre ça. Juste les petits éléments du cadre de travail, ça va nous permettre de nous créer une petite équipe qui est autonome, pluridisciplinaire, d'avoir des événements qui vont nous permettre à un moment de regarder derrière nous ce qu'on a fait, ce qu'on a créé et de se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on va vers le bon objectif? Est-ce qu'on dérive de l'objectif? Et comment est-ce qu'on adapte? On va peut-être mettre à jour un product backlog, on en parlera plus tard. On va peut-être mettre autre chose à jour. Et puis, en fait, on avance, on teste des choses, on regarde si ça marche ou si ça marche pas et on adapte. Et ça, c'est juste la base de l'empirisme. Et Scrum est basé sur l'empirisme. Est-ce que Franchement, c'était assez simple, oh, assez clair? ouais, franchement là, chapeau, parce que il y a des choses que tu as dit, très honnêtement, moi je suis pas un expert Scrum, je suis un peu ce que me dictent mes Scrum Masters et tout, je m'y intéresse, c'est pas mon dada, mais là, tu as dit des choses vraiment qui me parlent plus simplement, on va dire. Et c'est l'objectif de la chaîne, donc merci pour cette philosophie assez limpide. Maintenant, je vais poser des questions un peu qui sortent, parce que là, on a entendu le mot adaptable. Moi, ça m'intéresse pour la suite de ce podcast vidéo du jour. Et on se rue tous sur Scrum aujourd'hui. Voilà, à chaque fois, voilà. Moi, personnellement, dans toutes mes expériences, toujours, on fait du Scrum, on fait du Scrum, on fait du Scrum. Est-ce que c'est la tendance unique aujourd'hui qui existe pour le seul cadre de travail, on va dire, qui existe pour faire fonctionner une équipe pour aller sur un objectif produit? Oui. Non, je plaisante. Mais j'ai vu ta tête. Déjà, on va remettre un petit peu de contexte, effectivement. Tu sais, il y a la fameuse matrice de Stacy qui te dit, voilà, il existe 4 grands types d'environnement, le simple, le compliqué, le complexe et le chaotique. Euh, Scrum, c'est très adapté pour tout ce qui est complexe. C'est-à-dire quand il y a plus d'inconnus que de connus. Quand on ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Et par définition, c'est notre monde actuel. Par exemple, le software, le logiciel, c'est du complexe, d'accord? Au niveau technologie, au niveau exigence client, il y a des choses qui peuvent changer, qui peuvent bouger. Et puis, on a tout l'aspect humain qui peut apporter beaucoup de complexité, parce que l'humain est un animal très complexe. Donc, ça fonctionne très bien dans ces environnements-là. Par contre, quelque chose de très, très simple. Imaginons, je vais pas citer d'enseigne de fast-food, sinon je vais me faire taper dessus. Imagine un restaurant qui crée des burgers. C'est toujours Mhm. la même chose. Le pain, le steak, la sauce, la salade, Voilà. tu refermes avec le pain. C'est réplicable à l'infini.
c'est quelque chose de simple. Il n'y a aucun intérêt à faire du Scrum là-dedans. Zéro intérêt. Puisque tu sais comment faire et tu le répliques à l'infini. Quelque chose de compliqué, par exemple construire des fusées, construire des avions, construire un pont dans le bâtiment, ça n'a aucun sens de défaire, refaire, ça coûte des millions. On a des experts pour ça. Et on sait construire des fusées, on sait construire des ponts, etc., etc. Les exigences, généralement, elles sont définies dès le début et elles bougent pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire de l'adaptatif dans ces environnements-là. Donc oui, Scrum est adapté aux environnements complexes. Mais c'est pas non plus le seul cadre de travail qui nous permet de pouvoir créer de la valeur. Après, il y en a d'autres, hein. On peut parler de Kanban aussi, qui va être un petit peu différent par rapport à Scrum. On va être plus sur une notion de flux continu, flux tiré. Mais je vais pas trop rentrer dans le détail, mais je veux dire qu'en termes d'agilité, le monde est suffisamment vaste pour pas juste se cantonner à Scrum. Ouais, très bien, très clair. Je connais aussi XP. Je sais pas si XP, Extreme Programming, ça n'a rien à voir avec un cadre de si ou Oh, je sais pas. l'extreme programming, on Programming. peut dire que c'est sous le parapluie agile. Après, Ok. extreme programming, on l'utilise, nous, pas mal en tant que pratique complémentaire à Scrum. Tu sais, dans Scrum, Ouais. on va peut-être en parler après. Tu as, OK, des événements, des artefacts, des responsabilités, des commitments, 5 valeurs, et ça s'arrête là. Derrière, on te dit pas comment il faut développer. Ouais. On te Ouais, dit pas complètement. comment avoir un bon flux Ouais. de production. On te dit pas comment il faut créer tes événements, le bon format, etc., etc. On te dit rien de tout ça. En fait, le comment tu vas le mettre en place, tu es libre de le faire. Et le cadre te laisse cette liberté. Et ça, c'est ce qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Quand ils disent, j'applique du Scrum, ça marche pas. Alors, montre-moi comment tu appliques du Scrum. OK. En fait, ce que tu es en train d'appliquer, c'est juste ce que tu vois dans 90% des formations bullshit, du Scrum toxique, du Scrum zombie, qui est formé en bouche à oreille depuis des années, alors que c'est pas du tout ça. Scrum, c'est super léger. Et les gens qui rajoutent, ouais, on nous oblige à faire des estimations, des user stories, des 3 amigos, des machins, et c'est relou et tout. Faut poser 3 questions dans les délits. Ben non. Tu prends le Scrum Guide, c'est pas marqué dedans. Ça, c'est juste des Ouais. trucs que les gens ils se sont rajoutés au fil des années. Et les Scrum Masters, les nouveaux qui sont arrivés sur le marché ont été formés comme ça et se sont dit, tout ça, c'est dans Scrum. Eh ben non, Scrum, c'est plus léger que ça. Ouvrez le Scrum Guide, lisez les 10 pages, vous allez être vraiment surpris. Oui, donc c'est plus lié à un mindset à acquérir. Et ensuite, derrière, on déroule, une fois qu'on a compris le cadre, on peut dérouler ce qu'on souhaite, en fait. Donc, Exactement. voilà, donc une Exactement. liberté. Parce que on voit, ouais, c'est ça, moi, je l'ai connu, c'est que les Scrum Masters, peut-être qu'ils verrouillent à leur sauce un cadre de travail. Et du coup, ouais, on voit les gens se démotiver des fois et ça se Exactement. comprend, ouais. Ok. Et ces Donc, Scrum Masters-là imposent des pratiques complémentaires, tu vois. Ils pensent que ça fait partie de Scrum. Alors, t'imagines un Scrum Master qui ne connaît pas Scrum, on en voit plus que de raisons. Pose la question à un Scrum Master, est-ce que tu as lu le Scrum Guide? Il y en a plein qui vont te répondre non. Mais mec, c'est ton travail, quoi. C'est ton ouais, travail. Tu complètement. as quand même une obligation de connaître ton travail. Donc, Ouais, effectivement, complètement. tu risques d'être surpris et beaucoup de Scrum Masters vont imposer des pratiques qui sont souvent toxiques à des équipes qui ne vont pas convenir aux équipes sous couvert de ces Scrum. Et en fait, non, ce n'est pas dans Scrum. Scrum, c'est un cadre léger, comme je te l'ai dit, un cadre qu'on pourrait appeler un cadre de test and learn. C'est un cadre qui te permet de tester des choses, de créer des solutions adaptatives pour atteindre des objectifs, visions, etc., de répondre à des irritants utilisateurs. Et on a des événements pour nous créer des opportunités d'inspection et d'adaptation. Se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction, etc. Et on adapte. Voilà. C'est ni plus ni moins que Ouais, ça. Et en fait, Rafik, comme tu disais, tu parlais d'XP, c'est une pratique complémentaire. Dedans, on va y trouver quoi? On va y trouver les user stories, on va y trouver plein d'autres choses. On peut aussi utiliser Kanban comme pratique complémentaire. Pourquoi pas aller chercher les flow métriques, limiter le WIP, faire attention à l'âge des items, gérer son flux. Et avec ça, quand t'es pas un apprenti sorcier et que tu sais à peu près ce que tu fais et pourquoi tu le fais, il y a moyen d'emmener les équipes très très loin. ouais. Bah, très très clair. Écoute, c'est très complet. Donc là, on a abordé la première partie qui consistait à définir, on va dire en global Scrum. Maintenant, je vais rentrer
peu plus dans des sujets qui vont fâcher peut-être des gens qui vont écouter le podcast. Mais par contre, voilà, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à commenter, à donner. La chaîne n'est pas là pour attaquer ou critiquer. Elle est là juste pour amener des points de vue ou réveiller des sens sur lesquels les gens ils sont focus, bloqués, verrouillés, quoi. Donc ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, sur l'aspect Scrum agilité, Jean-Christophe. Tout le monde y confond. On dit, je fais du Scrum. Et c'est plus du vrai ou faux, là. Je fais du Scrum, alors je fais de l'agile ou je suis agile. Est-ce que ce type de phrase, déjà, c'est correct, c'est juste? Alors, on va refaire un tout petit historique. Scrum, ça existe déjà officiellement depuis 1995 de mémoire. Ça remonte même un petit peu avant avec des travaux qui avaient été faits par des Japonais. Et le manifeste agile a été créé, signé, si j'ai bonne mémoire, en 2001. Donc Scrum existait déjà avant. L'agile, pour simplifier, on va dire que, et je vais peut-être me faire taper dessus par des gens qui détestent ce mot, qui vont utiliser 50 mots différents, c'est une culture, c'est un mindset. C'est 4 valeurs, 12 principes. Si je prends le manifeste agile, tout simplement, c'est des trucs pleins de bon sens qui te disent, OK, pour qu'une entreprise ait la capacité à s'adapter à son marché, à créer des produits de valeur, ce qu'on te conseille, c'est de suivre ces 4 valeurs. Mets en avant l'humain, mets en avant les relations justement avec tes clients, adapte-toi au changement, crée un produit fonctionnel, etc., etc. Et puis on va avoir des principes justement qui vont découler de ces 4 valeurs, qui vont te dire livre tôt et fréquemment, créer une petite équipe dans laquelle on intègre le client ou un représentant du client, etc., etc. Donc c'est rigolo puisqu'on commence à trouver des liens avec Scrum. Client, représentant du client, le PO, livrer des incréments, des incréments comme dans Scrum, etc., etc. Donc on a des liens, d'accord? Scrum, c'est un peu la mise en action de l'agile. Il y a du être agile vraiment dans la culture et du faire agile. Scrum, en fait, il va guider les comportements pour aller un petit peu plus vers de l'agilité. D'accord? D'accord, très bien. Parce que je vois beaucoup, comment dire, ils le prennent aussi dans l'autre sens. Ils disent que si je veux être agile, alors Scrum suffit. Donc, le prendre comme ça va être peut-être par rapport à ce que tu dis, que ça ramène à un cadre d'exécution. Et ça, c'est bien de le voir comme ça. Peut-être que c'est juste, mais est-ce que c'est toujours aussi vrai ce type pourquoi on est obligé de dire je veux être agile alors Scrum suffit? Bah, en fait, tu vas voir que l'un va bien avec l'autre. L'un peut découler de l'autre, effectivement. Voilà, je suis agile dans ma tête. Mon organisation a des pratiques agiles, elle a des réflexes agiles. Et bah, pour nous aider à nous structurer, à créer des produits de valeur dans un environnement complexe, on va se servir de Scrum. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Tu as des entreprises qui vont faire, bah, moi, ce que j'appelle, et on est nombreux à faire du cargo cult. Tiens, on a vu le voisin ou le concurrent faire ça, ils utilisent quoi? Scrum. OK. Bah, on va peut-être en faire, ça a l'air pas mal. Mais en fait, on sait même pas pourquoi on le fait. C'est quoi, en fait, ton pourquoi, ton why derrière? Qu'est-ce que t'en attends? Pourquoi tu veux ça? Est-ce que tu veux créer plus de qualité? Est-ce que tu veux être plus en adéquation avec tes irritants, problématiques, besoins clients? Est-ce que il y a tellement de choses, tellement de choses. Et le problème, c'est que beaucoup de sociétés ne définissent même pas le why. Pourquoi elles veulent justement changer, opérer ce changement de mindset, tu vois? Et souvent, bah, il y en a qui font du Scrum, mais du Scrum que j'appelle du Scrum zombie, du zombie Scrum. C'est, en fait, on suit juste les mouvements que nous dit de faire le Scrum Guide. Vas-y, on va avoir des événements, on met un PO parce qu'il faut un PO, mais on sait pas trop à quoi ça sert. C'est quoi un backlog? Ok, bah, puisqu'il le faut, il en faut un, d'accord. Mais quand tu regardes là-haut, les valeurs agiles, les principes agiles, ok, ils font peut-être du simili Scrum, mais ils livrent une fois tous les 2 ans. Le client, on va jamais lui parler. D'ailleurs, on sait même pas qui c'est. Mais d'ailleurs, on sait déjà tout pour lui, hein. Attends, c'est pas lui qui va nous dire quoi faire.
avancer à un rythme soutenable. Bah non, attends, faut qu'ils bossent, les gars, là, 100% occupés. Oh, on les paye pas pour rien. Donc, faut qu'ils soient occupés, hein. Surtout pas les laisser définir des objectifs ou définir leur travail ou prendre du repos pour réfléchir, du temps et l'espace. Non, ça va pas du tout. Donc ça, tu vois, c'est typiquement le cas d'entreprises qui se lancent sur le faire avant de savoir pourquoi ils veulent le faire et de s'intéresser à l'agilité. Ouais, Tu vois. donc c'est complètement clair. C'est que on peut résumer en se disant que voilà, l'agilité, elle ramène, c'est un mindset qui a des, voilà, tu l'as dit, c'était manifeste agile. Voilà, manifeste agile, il a, il dicte des choses. C'est bien de les comprendre avec du niveau mindset. Et ensuite, si on veut exécuter, on peut aller dans Scrum qui ramène un cadre léger, voilà, et adaptable à notre besoin. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise pourquoi on y va dans Scrum, pourquoi on fait autre chose. Moi, je me permets de dire aujourd'hui que si on n'a pas besoin de quelque chose, c'est pas la peine de le faire. C'est très important que ce soit Scrum ou autre chose. C'est que on se pose la question et ça, du coup, on est synchro sur ça. Ça tombe bien. Et parce que je vois des gens des fois se dire ah et si on faisait je sais pas l'extreme programming et si on faisait est-ce que tu as besoin? Non, parce qu'ils ont vu ça dans une conférence, ils l'ont vu dans un article. Tiens, on va le faire parce que ça a l'air cool. Et oui, Et tu l'as dit. et oui. Et ça, c'est le danger aujourd'hui. Et la chaîne, elle existe aussi pour ça. Et moi, tu sais, je vais être clair, Rafik. Je vais être très clair. Je dis souvent à des clients, restez en waterfall. J'ai beau être PST et adorateur de Scrum, ce que tu veux, machin, je ne leur vendrai pas du Scrum si ça n'a aucun intérêt. Des fois, il vaut mieux du beau projet cycle en V, ou du beau projet waterfall s'ils savent exactement ce qu'ils veulent, plutôt que de mettre en place un bon bullshit où ils vont prendre un cahier des charges, le découper en sprint et foutre des gens dessus, courir dans la roue de hamster façon Feature Factory pour absolument finir des items et livrer au bout de 3 ans et tester au bout de 3 ans. Ça, c'est non. Je préfère encore qu'ils fassent une belle approche cycle en V, même si au final, ils vont peut-être dire « Ah, ben, on n'a pas respecté les budgets, les machins et tout. » Bah, si vous voulez faire du Scrum, faisons vraiment du Scrum. Et comme tu dis, Rafik, adoptons déjà en amont la culture agile, se dire pourquoi on veut le faire. Est-ce qu'on est prêt à s'adapter au changement? Est-ce qu'on est prêt à être transparent? Est-ce qu'on est prêt à revoir nos façons de manager? Est-ce qu'on est prêt à revoir aussi notre organisation? Ça, c'est un gros mot aussi, tu vois. Et ça aussi, c'est notre rôle parce que souvent, et je pense que ça va peut-être déborder un petit peu sur une autre question à toi, le Scrum Master est un peu perçu comme le clown facilitateur, alors que pas du tout. C'est un accompagnant très très sérieux qui va accompagner les équipes à un autre niveau d'efficacité, qui va les rendre vraiment autonomes, qui va vraiment les aider à trouver des pratiques qui font sens et surtout qui va accompagner le management et accompagner l'organisation. Le Scrum Master n'accompagne pas que son ou ses équipes, il accompagne aussi l'organisation à changer. Et ça, c'est vachement important. Et c'est nous qui avons pour rôle, justement, de les aider à développer aussi cette culture agile au-delà de Scrum. Ouais, complètement. Donc, c'est un sens de leader que doit avoir pour mener les équipes vers un objectif et les aider à faciliter. De toute façon, on a une rubrique dédiée au Scrum Master parce que c'est un rôle très important qu'on banalise malheureusement des fois, alors qu'il a un rôle essentiel dans une approche Scrum et un cadre de travail léger, comme tu disais. Alors, pour la suite, on va parler maintenant. Donc, on va dire comment intégrer un cadre de travail Scrum simplement, on va dire. Mais avant, on va parler du premier. Donc, on va parler du premier chapitre qui sont les rituels Scrum. Et là, on l'a dit, c'est je sais, voilà. Moi, j'ai fait différents projets dans ma vie professionnelle. C'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes. Des fois, voilà, des fois on mixe du backlog refinement avec du sprint planning et tout. Bref, on va en parler. Mais déjà, les classiques, c'est quoi? C'est quoi les fondamentaux? Si je commence dans un cadre de travail Scrum, c'est quoi les fondamentaux en termes d'event, déjà, de rituel, Jean-Christophe? Ok.
Déjà, Rafik, alors ceux qui me connaissent, je vous vois, hein. Vous avez vu la goutte de sueur que j'ai eue quand il a dit rituel, je vous connais, je vous connais. Vous me connaissez. Alors, effectivement, on va plutôt parler d'événements, Rafik. On entend D'événements. parler de Très bien. cérémonies, de rituels. Quoique. Alors, c'est très bien pour Ouais. un mariage, pour un baptême, des funérailles, ce que tu veux. Gardons ça pour justement les cérémonies et les Événements. rituels religieux ou sataniques. Et justement, on est sur des événements. Et c'est plutôt important de faire la distinction, puisqu'on n'est pas là justement à toujours faire ça de la même façon, un format prédéfini, machin. Un événement, c'est plutôt, on a un objectif à atteindre, on a une time box et on a une fréquence. Ça s'arrête là. Alors, qu'est-ce qui existe? Il en Yes. existe 4 plus 1, on va dire 5, plus une activité continue. Le premier auquel on ne pense jamais, c'est le sprint. Le sprint est un événement. C'est un événement de pas plus d'un mois. Tu vois, c'est une espèce de boîte de temps dans laquelle on va créer de la valeur et on va livrer un incrément de valeur ou des incréments de valeur pendant. Donc le sprint a aussi une time box, comme j'ai dit, un mois. Il n'y a pas de minimum. J'ai déjà fait des sprints d'une journée. C'est Ah, possible. ça, c'est possible. Ok. Souvent, on entend des gens qui disent un sprint, c'est entre 2 et 4 semaines. Où t'as vu ça? Où Ah, t'as j'ai vu été ça? Tu peux formaté à faire des ça sprints d'une journée, personnellement. si ça te plaît. Tu fais des sprints d'une Donc, journée. Le matin, tu fais un petit sprint planning de 30 minutes. Tu fais un daily scrum de 10-15 minutes à midi. Le soir, une petite sprint review de 20 minutes et t'enchaînes avec une rétro d'un quart d'heure, une demi-heure. Ça, c'est super bien quand on a vraiment besoin d'aller sur le terrain et de développer quelque chose ok. qui nécessite vraiment beaucoup de retours utilisateurs, beaucoup de feedback. C'est très, très utile. C'est un peu épuisant, mais c'est génial. Mais bref, je referme la parenthèse. Donc, on a le sprint, on a le sprint planning. Le sprint planning, c'est le premier événement du sprint. C'est en gros celui pendant lequel on va créer le sprint backlog. Le sprint backlog, c'est ni plus ni moins que ton objectif de sprint, le travail qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de sprint, et après, si l'équipe a besoin de découper en plus petits éléments de travail, libre à elle. Le sprint planning, c'est une time box de 8 heures. Alors, j'ai rarement vu des équipes prendre 8 heures pour un sprint planning, ou alors il y a des gros problèmes d'organisation dedans. Mais bon. 8 heures, c'est Ensuite, on a énorme. le daily scrum. C'est pas un stand-up, c'est pas, je sais pas comment c'est appelé. Des fois, on entend tous les noms, là. C'est un daily scrum. Le daily scrum, c'est un quart d'heure, pas plus. Le but, c'est pas filer 2 minutes à chaque développeur pour raconter sa life, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire ce week-end avec sa grand-mère. On en a rien à foutre. Là, tout le monde regarde ses pompes, on est en mode projet, chacun bosse sur son truc. Non. Le daily scrum, on a un objectif de sprint, je le rappelle, et le but, c'est d'inspecter la progression au quotidien vers l'objectif de sprint et de voir si on dérive, si on est toujours sur la bonne voie pour l'objectif de sprint, si on a des obstacles, comment est-ce qu'on peut les contourner, comment on peut bosser ensemble aujourd'hui pour atteindre l'objectif, est-ce qu'on peut simplifier les choses parce qu'on n'est peut-être pas sûr de l'atteindre. C'est plein de questions qu'on va se poser pendant le daily scrum. Et donc, on va certainement adapter notre plan. Et ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Le plan du sprint, on l'adapte. On l'adapte au quotidien. L'objectif de sprint est fixe, mais le plan est variable. Le but, c'est pas partir avec une liste d'items que vous a poussé votre PO pendant le sprint planning et absolument tout s'est terminé avant la fin. Non, c'est définir toute l'équipe ensemble un sprint goal. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le beau cadeau à offrir à nos utilisateurs? Et ensuite, bah, tiens, il faudrait faire ça pour atteindre l'objectif, il faudrait faire ça pour atteindre l'objectif et ça pour atteindre l'objectif. Ok, on lance le sprint avec 2, 3, 4 items. On se focus tous dessus. Dès que c'est atteint, après, vous faites rentrer du boulot si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, on fait sortir des items, on en fait rentrer, libre à vous, mais focus sur l'objectif de sprint. Ensuite, le 1, 2, 3, ouais, l'avant-dernier événement du sprint, c'est la sprint review. C'est pas une démo. Et je le répète, ce n'est pas une démo. Combien de fois je peux entendre dire on va à la démo, c'est la démo, c'est la démo. Ouh, Showman, c'est la démo. Ça non, c'est pas une démo et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de démontrer quoi que ce soit. On est là justement pour inspecter l'incrément qui a été créé pendant le sprint. Inspecter l'incrément, c'est pas forcément montrer le boulot qu'on a fait. Bon, 95% du temps, on va le faire. Mais on peut parler aussi justement du résultat du sprint. Qu'est-ce que ça a apporté comme résultat aux utilisateurs? Parce qu'on a peut-être livré des choses en cours de sprint.
On peut parler des gains pour l'utilisateur, on peut parler de tout un tas de choses sans pour autant le montrer. Après, si on veut choper du feedback, évidemment qu'on peut montrer des choses et c'est tant mieux. Le but, effectivement, c'est de récupérer du feedback des parties prenantes, des utilisateurs si vous en invitez. On parle aussi, est-ce qu'on a atteint l'objectif de sprint? Comment on progresse vers notre objectif de produit, notre vision? On peut parler du marché, on peut parler du budget, on peut parler d'une roadmap si on en a une. On fait plein de choses et c'est pas qu'une démo, c'est plein de choses. C'est tout ce que je vous ai dit. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On se quitte pas bons amis et ciao, bonne journée. On adapte le product backlog puisqu'on aura appris des choses en fonction de l'avancement vers la roadmap, le marché, ce que les parties prenantes et utilisateurs nous ont donné comme feedback. Le PO, il est pas là les mains dans les poches. Le PO, il a son product backlog ouvert et il le met à jour avec l'équipe en fonction de ce qu'on apprend. Et je vais préciser un truc, Rafik. Il y a des équipes qui encore font ça et pitié, j'ai envie de leur tirer une balle des fois. Le PO, il vient pas s'asseoir face au développeur en disant je valide ou je refuse. Ça marche pas comme ça la vie. Le PO, il travaille avec l'équipe tout le long du sprint. Quand il arrive en sprint review, on arrive tous main dans la main. On sait exactement l'incrément qu'on va présenter à nos parties prenantes. Et le PO, justement, défend aussi l'incrément. Il le connaît, l'incrément. Le PO, il va aller déclencher des feedbacks auprès des parties prenantes. Il va discuter avec eux. Et les développeurs aussi vont discuter. Le PO, c'est pas que le passe-plat entre les parties prenantes et les développeurs. Donc, c'est vraiment un événement où tout le monde doit parler, doit échanger des informations pour mettre le product backlog à jour. Et le dernier événement, la rétrospective. Ouais, bien joué. La rétro, justement, on va s'inspecter nous-mêmes en tant qu'équipe. On va inspecter nos processus, nos interactions, nos façons de travailler, notre definition of done aussi, si on doit la remettre à jour, la rendre un petit peu plus stricte. Et justement, on va prendre des actions si besoin. Depuis le Scrum Guide 2020, il n'y a plus d'obligation de prendre une action pour emmener au sprint suivant. Pourquoi? Parce que souvent, les équipes prennent directement l'action pendant la rétro. Exemple, on veut mettre notre definition of done à jour. On peut la mettre à jour pendant la rétro. L'action est prise. Pas besoin après de la mettre dans le sprint suivant. Ouais. Et puis, il y a des gens qui disent « Ah, mais t'en as encore oublié un. » Le refinement. Alors, le refinement n'est pas un événement. C'est ce qu'on appelle une activité continue. Une activité continue qui est faite justement pour, comme son nom l'indique, refiner ou affiner en français le product backlog. C'est-à-dire rendre des éléments prêts pour être embarqués dans un sprint planning. Donc, ça peut être itératif, ça veut dire on peut passer plusieurs fois sur un item dans différents refinements, mais le refinement n'a pas de durée maximum, il n'y a pas de time box. Alors, essayez de ne pas gaspiller trop d'énergie avec votre équipe, essayez de faire ça court. Il n'y a pas de récurrence non plus, c'est pour ça que c'est pas considéré comme un événement. Très bien, ça c'est très complet. Maintenant, moi j'ai quelques questions de la vie réelle que j'ai constaté personnellement où les gens m'en ont parlé. Là, tu as cité les événements et pas rituels. On banne les rituels. Voilà. Donc, j'aurais appris quelque chose. Voilà. Donc, ça. Et malheureusement, je lis pas tous les jours depuis un an tous les articles que tu partages, Jean-Christophe. Donc, événement Scrum. Très bien, c'est noté. Est-ce que c'est obligatoire que je fasse les basiques que tu as cités? Est-ce que je suis obligé d'avoir une rétro, par exemple? Ce qui s'embête peut-être, Jean-Christophe, et tu ne me tapes pas, ne me tire pas dessus, mais est-ce que je suis obligé d'avoir un sprint planning, par exemple? Je vais tout expliquer, Rafik, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Les événements en Scrum, en fait, ils sont conçus pour soutenir l'empirisme. Tu te rappelles, on essaye des choses, on est transparent sur ces choses-là. Alors là, je vais parler des 3 piliers de l'empirisme. On met de la transparence sur la progression du travail, nos objectifs, comment on avance, nos artefacts. Tiens, notre product backlog est transparent, tu vois. Le but, c'est après d'inspecter la progression du travail, d'inspecter comment on avance vers les objectifs, d'inspecter nos artefacts pour pouvoir adapter quand ça va pas. Les événements, en fait, c'est des opportunités d'inspection et d'adaptation. Regarde, je te prends le Daily Scrum. En fait, on va simplement inspecter, est-ce qu'on va toujours dans la bonne direction de l'objectif de sprint? Est-ce qu'on en dévie? Est-ce qu'il faut changer du travail pour l'atteindre? Et on adapte. La sprint review, on va inspecter
l'incrément, les résultats du sprint, l'état du marché, la roadmap, machin. Est-ce qu'on va droit dans le mur? Est-ce qu'on est toujours bon? Est-ce que l'objectif de produit est toujours bon? Et en fait, on va adapter. On va adapter notre product backlog puisque peut-être qu'il faut aller dans une autre direction. Et en fait, si tu te prives d'un événement, tu vas perdre une opportunité d'inspection et d'adaptation. Qu'est-ce qui va se passer? Tu risques je vais grossir le trait. Donc, bien évidemment, on va peut-être pas aller droit dans le mur, mais au moins, tu risques d'augmenter ton risque en termes d'effort et de temps, puisque peut-être qu'on va s'éloigner de l'objectif avant de revenir dans les rails. Donc, on aura peut-être travaillé sur des trucs un peu pour rien. Peut-être qu'on aura été dans une mauvaise direction temporairement. Et aussi, tu risques de diminuer la valeur de ton produit, de travailler sur des choses qui finalement font un petit peu moins sens. Donc, par exemple, un daily scrum, j'ai déjà vu des équipes en avoir un par semaine. Alors, pour le coup, c'est plus un daily. C'est weekly. Plutôt, c'est un weekly. Ouais. Mais pourquoi Scrum nous prend la tête à dire c'est tous les jours? Parce que ton objectif de sprint, quand tu es surtout sur des sprints courts, tu peux en dériver très vite. L'équipe peut bosser sur autre chose, l'équipe peut être bloquée sur des trucs. Si tu veux, je pourrais te raconter une anecdote en 3 minutes tout à l'heure, ou maintenant, comme tu veux, quand j'étais PO, et qui montre vraiment l'intérêt des daily scrum. C'est très intéressant. Ouais, par rapport à un PO, c'est ça. Ouais, mais pour te montrer l'intérêt du daily scrum avec une équipe complète. On abordera ça quand on attaquera le sujet, le chapitre sur les product owners, parce qu'il y a un chapitre dédié. Moi, l'autre question que des fois on sent mal aussi entre sprint planning et backlog refinement. Tu as dit backlog refinement, c'est pas un événement Scrum. Très bien. Mais des fois, je rentre dans un sprint planning et en fait, on est en train de revoir ce qu'on doit embarquer et on est en train d'essayer de comprendre ce qu'on doit faire. Donc, et comment bien séparer les deux et quand j'arrive au sprint planning, tout est prêt. Déjà, c'est comment le faire bien, et deux, c'est là le Scrum Master, PO, qui doit bien driver le truc pour que ça soit propre. Ok, ça fait beaucoup de questions. Oui, je vais y répondre. Si j'oublie des trucs, tu peux me le rappeler. Déjà en sprint planning, c'est pas interdit de détailler des éléments du product backlog, on peut le faire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est timeboxé à 8 heures. Sauf que honnêtement, un sprint planning, on finit vite par l'équipe finit par un peu s'ennuyer. C'est un peu relou, faut détailler des trucs. En plus, pour ceux qui estiment, faut du temps pour estimer, etc., etc. Surtout que là, c'est un petit peu du refinement à la dernière minute. Ça veut dire c'est un petit peu le dernier rempart. On va prendre du temps pour refiner pour que ça rentre dans le sprint qui démarre dans quelques minutes / quelques heures qui arrivent. Moi, je préfère anticiper. Le refinement sert à ça. Alors, il y en a qui vont te sortir la règle de c'est bien de refiner les tickets 2-3 sprints avant. Ouais, pourquoi pas, mais faites-le, il n'y a pas de souci. Mais ce que les gens savent moins, c'est que le refinement, c'est pas je passe one shot sur un item pour le refiner et après je l'oublie jusqu'au sprint planning. Le refinement, c'est itératif et incrémental. Ça veut dire le refinement, on peut commencer à faire passer un item un petit peu gros qui arrive dans un peu longtemps, dans pas trop longtemps, sinon si on bosse sur des trucs qui vont jamais être pris, on gaspille notre temps. Mais bref, on va le détailler, on va le découper, etc. On va essayer de mieux le comprendre en équipe, on va essayer d'imaginer un petit peu les éléments techniques du problème. Et puis, on passe à la suite. Il est à moitié refiné. On le remet au product backlog. Peut-être qu'il était découpé en 3 gros morceaux. Écoute, le product owner peut mettre les 3 gros morceaux, ou son équipe peut le faire. Et après, on prend un autre item qui, par exemple, peut arriver le sprint suivant, qui est déjà quasiment détaillé. Il manquait juste un petit truc, une petite bricole. On le rouvre, on finit de le détailler, tu vois. Et lui, il est prêt. Après, hop, on passe à la suite, on en prend un autre. Tiens, on avait déjà commencé à le refiner l'autre fois. On l'avait déjà un petit peu découpé, on a un peu parlé de la solution, mais en fait, on a échangé avec tel expert, tel architecte et tout. Et on peut aller un petit peu plus loin dans le niveau de détail. Et tu vois, on peut arriver à découper des items en plusieurs fois, sur plusieurs refinements. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les refinements, et là, je donne une astuce pour tout le monde, j'aime bien qu'on prenne en début de refinement 5 minutes,
on ouvre les 10 derniers items du product backlog, sont généralement tout en bas de la longue liste. Au secours, les pitié, pas les longues listes. Et on se demande s'ils sont toujours utiles. Et là, on peut s'interroger, est-ce qu'on peut les dégager Ça, du c'est product vrai, ouais. backlog? Ça permet d'avoir un product backlog clair, de l'hygiène dessus, etc., etc. Un autre truc que je fais, encore une petite astuce pour toi, Rafik. Moi, je propose pendant les refinements, au lieu que tout le monde, que tous les développeurs soient sur un seul item, après, s'ils veulent le faire, libre à eux. Moi, j'aime bien faire des sous-groupes, de dire, par exemple, le product owner peut présenter 2, 3, 4 items du product backlog qu'il va falloir affiner. Et puis après, on part en 2 sous-groupes. On split l'équipe en 2. Il y a la moitié des développeurs dans un groupe, l'autre moitié dans un autre groupe. Alors, soit tu le fais en distanciel, soit sur place, peu importe. Et le PO va passer dans les salles de l'une à l'autre et les développeurs vont prendre chacun deux items. Chaque salle va prendre 2 items. On leur laisse 30 minutes. Les équipes reviennent. Chacune présente ses 2 items qu'elle a détaillés, affinés. L'autre équipe présente ses 2 items. On échange un petit peu tous ensemble et on termine. Et comme ça, on refine 2 fois plus. Ouais, Bon, et c'est des petites astuces, libre à vous de le faire. C'est des ouais. pratiques complémentaires. Voilà. Et du coup, Est-ce que ça répond à ta question? Parce qu'il y en avait beaucoup dedans. Tu m'avais dit qui doit le faire aussi. Ouais, du coup, juste une petite synthèse sur ce que tu viens de dire. Le fait de découper en 2 groupes, ce groupe, ça permet d'être plus efficace aussi. Parce qu'on aura plus d'éléments à traiter, en même temps, moins de monde, moins d'interaction. Enfin, parce que voilà, si on est 10, c'est un peu chaud. Ça fait moins de communication en parallèle, donc ça permet d'aller droit au but rapidement. Même si j'aime pas trop l'expression droit au but, parce que c'est marseillais, droit au but. Ouais. Donc, on va pas la couper, on va la laisser. Ok. Donc, on a dit pas de politique et pas de foot, s'il vous plaît. C'est clair. Du coup, oui, qui drive ça, du coup, pour être sûr que sprint planning, on arrive tout près et le refinement, que ça se passe bien. Voilà, c'est qui lead ça. Moi, je te dirais que l'équipe est autogérée. Il n'y a pas de chef dans une équipe. Après, attention, il y a des owners, le product owner et le owner du product backlog. Donc, c'est lui qui a besoin aussi qu'on affine son product backlog. Donc, c'est souvent lui qui va être à l'initiative de je vous propose qu'on fasse un refinement. Si ça vous va, on se prend une demi-heure aujourd'hui, on se pose sur 2 items. Il y en a un qu'on avait déjà commencé à refiner et on en a un nouveau. Si ça vous tente, on prend un petit peu de temps là-dessus. Donc, ça va être à l'origine du PO bien souvent. J'ai aussi vu dans mes équipes à moi les développeurs qui sont à l'origine du refinement. Tiens, on a rentré 1 ou 2 items dans ton product backlog, cher PO. Ça te dirait qu'on les refine ensemble? On prend un moment, on prend 15-30 minutes demain et puis voilà. Tu vois, ils peuvent être à l'origine aussi. Le sprint planning, étant donné que c'est un événement qui est déjà prévu par Scrum, moi, je peux te détailler rapidement qui est responsable de quoi dedans. Tu sais, il y a 3 grandes parties au sprint planning. Là, il y a le why, le what et le how. Le why, c'est justement à quoi va servir ce sprint? Pourquoi on nous paye si grassement pour travailler? Tu vois? En gros, quel cadeau on va offrir à nos utilisateurs? Donc là, le PO vient souvent avec une vision, je te jure, on dirait un truc genre l'exorciste, c'est avec une vision. Hein. Le PO, il vient, il explique en fait à l'équipe pourquoi ce sprint doit exister. Qu'est-ce qui apporterait de la valeur à notre produit? Qu'est-ce qui répondrait à une problématique de stakeholder? Tu vois, il explique avec ses mots. Et à partir de là, toute l'équipe entière, donc PO, Scrum Master et les développeurs, définissent ensemble un objectif de sprint. À partir de cet objectif de sprint, ce sont les développeurs qui vont choisir le travail qu'il faut prendre, évidemment, dans le sprint. Et on se parle d'une prévision. On se parle pas d'un truc signé avec leur sang. Ça veut dire que le lendemain, en daily scrum, si on se rend compte que le plan doit changer pour atteindre l'objectif, on le changera, il n'y a pas de souci. Donc, ils discutent avec le PO et c'est les développeurs qui tirent les items. C'est pas le PO qui leur pousse et qui dit faut faire ça, faut faire ça. Et puis après, la troisième partie, le how, c'est le comment, c'est est-ce qu'il faut découper en plus petites tâches opérationnelles et tout ça, c'est les développeurs. Moi, quand j'étais PO, quand on arrivait au how, je coupais ma cam, je coupais mon micro, je fais les gars, je comprends rien à la technique, je vous laisse faire, je vous laisse découper. D'accord. Voilà. Ouais.
Donc maintenant, tu sais exactement qui fait Très quoi. bien. Le Scrum Master peut faciliter. Moi, j'aide beaucoup, par exemple, à définir l'objectif de sprint. Parce que j'ai des petits formats d'objectifs de sprint très activables. J'aime questionner l'équipe pour dire, ça, vous voyez, votre objectif, il est pas super smart. Bref, donc je re-questionne. L'objectif de sprint, je leur fais comprendre qu'aussi, il n'est pas entériné tant que le sprint planning n'est pas terminé. Ça veut dire ils peuvent revenir dessus avant la fin, l'affiner ou le changer, machin. C'est pas fini. C'est pas un Donc voilà, engagement. moi, je m'assure qu'ils comprennent à quoi servent l'événement, tu vois, et je les guide un peu. Très bien, c'est très clair. Écoute, on a les astuces maintenant pour faire un bon événement refinement et un bon sprint planning. Voilà, ça c'est très clair. Pour info, même moi j'apprends, hein. Donc voilà, je pose peut-être des questions des fois que je sais un peu où ça se situe, mais des fois je pose des questions, des vraies questions où j'ai pas la réponse et Jean-Christophe il est là pour nous aider. Je Euh, te jure. Et des fois, je euh, pose même des questions, tu crois connaître la réponse, et en fait, je vais pas répondre. ouais, franchement ouais, j'avoue. Euh, Juste aussi maintenant, Jean-Christophe, par rapport à la démo. On a dit tout à l'heure, la démo et la rétro. On va commencer par la démo. On a dit, voilà, on Tu me invite parles de la sprint review? à Speedrun. On va pas le couper aussi, on va le laisser. J'ai fait une boulette, oh là là, la sueur. Par rapport à la sprint review, on a dit, on invite les parties prenantes, clients si on a, les utilisateurs et tout. Moi, j'arrive à la sprint review et je vois des gens dire, des développeurs dans l'équipe, quand j'étais pure dev et même aujourd'hui en étant archi, je travaille beaucoup avec des développeurs, donc j'assiste à des sprint review aussi de l'équipe. Et je vois certains dire des fois, ouais, j'ai pas grand chose à montrer, ou j'ai fait un truc, mais ouais, franchement, à le montrer, ça apporte pas grand chose, parce que c'est ultra technique et tout. Maintenant, moi, je donne un peu mon avis, je les conseille, je leur dis, c'est pas grave, montre-le, c'est pas un écran, c'est une doc. Oui, c'est une doc, ben montre que tu as fait une doc, montre que tu as fait une petite API qui fait pas grand-chose, mais via un Postman pour la tester et tout. Voilà, c'est quoi ton avis et tes astuces sur ça? Est-ce qu'on doit dire, oui, c'est vrai, c'est pas grand-chose, je ne montre pas, ou finalement encourager à tout montrer, tout et quoi, tout et rien plutôt. Ok. Bah, je vais te faire deux réponses. La première, c'est que ton incrément ou tes incréments dans un sprint doivent apporter de la valeur. Si tu ne fais que de l'archi, de l'infra, ça n'a strictement aucun sens. Il faut au moins que tu délivres une pièce de fonctionnalité, quelque chose qui apporte vraiment de la valeur, même si c'est très léger. Donc normalement, tu es censé au moins avoir quelque chose sur lequel tu peux récupérer des feedbacks. Parce que tu es partie prenante. Si tu bosses pendant 5 sprints sur de l'archi, bah, tu vas avoir aucun feedback. Ton archi, tu sais même pas si elle va faire l'affaire pour la suite, si elle va pas être sous-dimensionnée, surdimensionnée. Donc, l'archi, en fait, il va falloir, par exemple, la construire de façon émergente. Et pour ça, il va falloir délivrer des fonctionnalités à chaque sprint, quitte à faire quelque chose de très light qui va justement, progresser de sprint en sprint et l'architecture va progresser de sprint en sprint. Donc déjà, normalement, tu es déjà censé avoir un incrément utilisable, normalement, à chaque sprint. Dans le cas d'équipes assez techniques, des core teams ou des équipes comme ça peut arriver, effectivement, d'avoir des choses un petit peu techniques. Euh, Moi, ces équipes-là, je leur dis, bon, déjà, évitez de montrer du code à l'écran, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par du Hmm. code à l'écran. Complètement. C'est pas terrible. Est-ce que vous pouvez présenter, je sais pas, quelque chose de différent? Effectivement, tu parlais d'une doc. Moi, j'ai une équipe qui crée des guidelines, par exemple, qui crée des composants, des choses comme ça. Bah, présentez ça, mais expliquer le gain pour l'utilisateur, parce que les stakeholders vont pas forcément voir le gain pour Ouais, l'utilisateur. ouais, ouais. Et ça, c'est difficile de rentrer dans toutes les têtes. Et mais même des PO, hein, je leur dis expliquer le gain pour l'utilisateur. Ok, ça peut vous sembler un petit peu obscur là, ce qu'on est en train de faire là, c'est un peu technique et tout, mais le gain pour l'utilisateur, je peux vous dire que le site va charger 2 fois plus vite. Euh, Google, pour le coup, va mieux le référencer, on sera beaucoup mieux vu, etc., etc. Vous voyez, tous les trucs techniques qu'on fait, ça va servir à ça. Et là, on vous le prouve. Si vous voulez, on vous montre quelques... tu sais, c'est quand tu vas dans la console, tu as
tu as les temps de chargement. Par exemple, tu peux dire avant, il y avait tel temps de chargement, après, il y a tel temps de chargement. Ça fait plaisir au Core Web Vitals, par exemple, de Google, on sera mieux placé, etc., etc. Donc ouais, tu as des trucs tech, mais raconte une histoire. Tu peux raconter une histoire. Ouais, donc c'est pas interdit qu'on montre des choses qui sortent que de l'écran, parce que je vois des équipes des fois buter. C'est vraiment, on n'a rien à montrer écran, donc on peut aller au-delà de l'écran, parce que on est tous butés à montrer, voilà, aux clients ou l'utilisateur aux parties prenantes. Voilà, je dois montrer des trucs jolis, donc on doit, voilà, c'est ça. Si ça apporte de la valeur à l'utilisateur, au produit, on le montre. Le reste, Et t'es pas obligé de montrer que ouais, des trucs jolis, Rafi. Tu peux montrer des trucs crado, des genres de MVP. Moi, j'ai déjà montré quand j'étais PO avec mon équipe des écrans de facture, de saisie de facture, mais c'est des trucs crado. Mais c'est juste pour montrer, voilà les champs qu'on imagine, qu'on met comme ça fonctionne. C'est une validation manuelle, mais si vous voulez d'ores et déjà commencer à rentrer vos informations clients, ça marche. C'est moche, mais ça marche. Il n'y a pas de, il y a pas d'autocomplete. Il y a pas de règle qui te dit attention, tu as laissé un champ vide, tu peux pas valider. Ça rentre pas encore en base de données de façon automatique, mais ça marche quand même manuellement. Et ben, au prochain sprint, je vous propose que ça rentre de façon automatique dans la base de données. Et puis, peut-être que le sprint d'après, on va mettre enfin des règles pour éviter que les gens ne rentrent rien dans les champs. Ensuite, on mettra peut-être des listes déroulantes, peut-être dans le même sprint. Celui d'après, si on y voit un intérêt, puisque bon, après, c'est bien de pimper, mais on va pas passer des sprints et des sprints et des ouais, sprints à faire des super beaux trucs qui finalement vont pas nous rapporter plus de valeur. Après, tu peux mettre un autocomplete, tu peux mettre un date picker, un truc comme ça. ouais, Bref, tu le ouais, construis comme ça de façon incrémentale. D'accord? ouais. Et ça, tu vois, ils aiment bien. Les parties prenantes aiment bien. On montre un truc au moins qui est pas beau, mais au moins il y a quelque chose. Et il y a des retours, il y a des feedbacks. Et on leur dit, tiens, pour la suite, on pense que pour le client, un irritant majeur, c'est il faut mettre en place un autocomplete parce que le client, c'est un irritant majeur, il y a beaucoup de cases à remplir, machin, etc., etc. Ah ouais, recueillons le feedback des parties prenantes. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Ouais, complètement. Donc, on doit tout montrer qui ramène de la valeur ajoutée et surtout ouvre le champ à discussion pour enrichir la suite, on va dire. Donc, C'est ça. et maintenant, moi, j'étais aussi, voilà, donc je le dis ouvertement, j'ai toujours entendu, quand on définit un sprint goal, on ne sort pas de ce sprint goal. C'est interdit en Scrum. C'est que si je veux, moi, des fois, quand j'étais pur développeur, je finissais mes trucs, je prenais du backlog et je rajoutais. On m'a dit ça, c'est interdit. Ouais. Si tu as fini plus tôt, va faire autre chose, de la refactoring, des choses comme ça. Et moi, je voudrais avoir ton avis, du coup, Jean-Christophe, sur ça. Tu vois, on est vraiment dans l'un-bullshit là aujourd'hui. C'est génial. Là, tu m'apportes tous les cas sur un plateau. Tu vois, je les vois même pas venir. Je vous jure C'est qu'on mon s'est job. pas concerté là-dessus. Non. Euh, ouais. Donc sur ce sujet, attends, tu peux me redire le sujet? Ouais, sprint goal, Les sprint goal. antidates. Ouais, on est parti sur la Oui, blague. Springboard. Le sprint goal, je peux Oui. l'adapter, le modifier, rajouter des choses sans consulter personne. Ok. Alors, le sprint goal, c'est effectivement l'objectif pour le sprint. C'est la seule chose normalement pour laquelle le sprint existe. Déjà, une petite parenthèse. Le sprint goal, on n'y touche pas pendant le sprint. Il reste fixe. Il reste fixe, c'est un peu comme notre destination, c'est notre étoile du Nord. Par contre, on va pas te dire comment atteindre cette étoile du Nord. C'est à toi de trouver cette route. Et c'est cette route-là qui est adaptable, que tu vas pouvoir changer au quotidien. Donc, ton sprint goal, par contre, imaginons, j'en sais rien, les conditions du marché ont évolué, il n'y a plus besoin de telles fonctionnalités, on apprend ça en cours de route. Donc, imagine, le sprint goal devient obsolète. Le product owner a la capacité d'annuler le sprint. Attention, c'est super bouleversant pour une équipe d'annuler un sprint. C'est très, 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 très rare de le faire. Et puis, généralement, les sprints sont quand même suffisamment courts pour pouvoir se retourner rapidement. Donc, pour répondre à ta question, l'objectif est fixe, mais le périmètre est variable. Ça veut dire que tu pars avec ton objectif et toute l'équipe travaille ensemble et n'a pour ambition que d'atteindre l'objectif de sprint. Donc, on va rester focus dessus. Au quotidien, on discute. Est-ce qu'il faut faire entrer des nouveaux items parce qu'on n'y avait pas pensé pour atteindre l'objectif? Il faudrait faire ça. Ouais, on va créer l'item.
Ça, en fait, on se rend compte, après coup, on a commencé à le développer et en fait, ça va pas avoir d'impact sur l'objectif de sprint. Bah, sortons-le, dégageons-le, il n'y a pas de problème. D'accord? Par contre, Rafik, tu peux travailler sur autre chose que l'objectif de sprint. Mais on essaye d'abord d'atteindre l'objectif de sprint. Parce que c'est le but de l'objectif. Donc, je te donne une astuce. Je vous donne à tous une astuce. Ce que je fais en sprint planning, c'est que quand j'accompagne mon équipe, ils définissent un objectif de sprint, ils définissent les items qui vont permettre d'atteindre l'objectif de sprint, qui n'est qu'une prédiction qui va s'affiner après au fur et à mesure du sprint. Et là, je leur dis, on démarre. Quoi? Mais attends, on n'a que 4 items. D'habitude, on peut en prendre, j'en sais rien, 9, 10, 15, je sais pas. On n'a que 4 items. Je fais, et alors? On démarre avec les 4. On fait notre petit plan pour les premiers jours. Qui veut travailler avec qui? Sur quoi? Nanana, nanana. On se focalise tous sur l'objectif de sprint. Si l'objectif de sprint est atteint au bout de quelques jours, une semaine, eh ben, tant mieux. Et puis après, on travaillera sur autre chose. Par contre, si tu embarques dès le début les tickets d'objectif de sprint, plus plein d'autres, bah, les devs, ils vont tirer tout et n'importe quoi, ils vont s'éparpiller, ils vont pas être focus sur l'objectif de sprint. Donc, moi, j'aime bien partir avec que des items qui ont rapport avec l'objectif de sprint. Quand on l'a atteint, bah, en daily, après, on se dit, super, on a enfin atteint l'objectif, c'est génial. Bon, on va préparer notre sprint review, on va prendre un petit moment, mais on peut travailler sur autre chose. Par contre, on évite de tirer tout seul un ticket. On va en parler au PO. On va peut-être dire, bon, tiens, on a atteint l'objectif, sur quoi on pourrait travailler. Nous, on pense qu'on pourra avancer un petit peu là-dessus, ou alors peut-être renforcer un peu l'objectif de sprint en allant un cran plus loin en faisant ça. On a peut-être de la dette technique à résorber. C'est pour ça aussi qu'avec mes équipes, j'aime bien mettre en place des règles de tirage. Des règles de tirage, c'est l'équipe qui décide, quand on a atteint notre objectif de sprint, qu'est-ce qu'on fait? Bah, au lieu de tirer tout de suite sur un item du backlog, n'importe lequel, on s'interroge dans l'ordre. Alors, je te donne un ordre fictif parce que j'ai pas nos règles sous les yeux. Le numéro 2, c'est une fois qu'on a atteint l'objectif, il faut qu'on prépare la review. Numéro 3, est-ce qu'on a de la dette technique à résorber? Oui, non. Donc s'il y en a, on prend. S'il y en a pas, on passe au point 4. Est-ce qu'on a de la réfacto à faire? Okay. Oui, non. S'il y en a, bah, on prend. S'il y en a pas, etc., etc. Est-ce qu'on a de la dette documentaire à régler? Est-ce qu'on a, je sais pas, tiens. Moi, j'aime bien quand mon équipe se forme, tu sais, se faire monter en compétences, faire des ateliers, des katas, des trucs comme ça. Est-ce qu'on a des choses comme ça à faire? Est-ce qu'on a encore des actions de rétro à mener? Donc, tu descends ta petite liste et à la fin, le dernier point, tirer un item du product backlog. Ça nous permet de ne pas laisser de côté la dette technique et tous ces trucs-là. Quand l'objectif est atteint, on regarde après s'il y a de la dette, des trucs comme ça, et après, on peut tirer des items du product backlog. Et on discute avec le PO pour ça. Tu vois? Moi, par contre, ce que je demande à l'équipe, c'est d'éviter de créer du reliquat. C'est-à-dire des items qui vont être démarrés sur ton sprint, mais qui vont être finis sur le prochain. Pourquoi? Parce que ça va mettre en danger ton prochain objectif de sprint. Si tu démarres ton sprint et que tu as genre 4 ou 5 items qui sont à moitié terminés, ta priorité, c'est déjà d'atteindre l'objectif de sprint. Mais tu es déjà défocalisé par 4 items qui sont pas terminés. Donc, l'équipe va commencer son sprint à travailler sur autre chose que l'objectif. Et ça, c'est pas entendable. Très bien. Tu vois? Ouais. Donc, on va éviter le reliquat. Et pour ça, bah, tu peux mettre des choses comme la gestion du flux, le suivi des flows métriques, limiter le WIP, enfin, toutes ces choses-là qui permettent d'avoir un flux un petit peu plus régulier et d'éviter d'ailleurs que ton testeur se mange tous ses tests le dernier jour du sprint. Au contraire, que les tickets s'écoulent au fur et à mesure dans le sprint, c'est plus confortable pour tout le monde, on garde un rythme soutenable et on évite de créer du reliquat de cette façon. Très bien, ouais, c'est hyper clair. Et il y a les sujets sur comment, sur la capacité, parce que il y a beaucoup qui travaillent avec une capacité de story point et tout. C'est une rubrique estimation, on a une rubrique estimation pour ça, on va en parler. Et voilà, on déblayera ça. Donc là, l'astuce de commencer petit pour grossir au fur et à mesure, je ne savais pas que c'était possible. Donc moi, j'ai toujours connu le truc de 2-3 semaines. Voici la capa qui est applicable à nous. Voilà, on rentre avec ça et on me disait beaucoup.
l'équipe elle est autogérée, elle peut aller piocher toute seule dans le backlog. Et ça, c'est pas vrai, Jean-Christophe, si je comprends. On consulte le product owner parce qu'il connaît, lui, la priorité qu'on doit mettre en place sur le produit, donc il peut mieux aiguiller l'équipe. Donc ça c'est important de le savoir. Donc on est Les autogéré, développeurs, en mais fait, ils sont vraiment engagés à atteindre l'objectif de sprint, les développeurs. Donc, ils vont tout faire. Ils vont être garants de la solution, enlever des items, en rajouter pendant le sprint pour atteindre l'objectif. Par contre, ils discutent quand même avec le PO, histoire d'être sûr qu'on ne tire pas un élément qui ait moins de valeur. Normalement, ton product backlog est ordonnancé. Donc, les éléments qui ont normalement le plus de valeur sont en tête du product backlog. Donc, normalement, il n'y a pas de surprise. Oui, Mais oui, effectivement, complètement. tu sais, je te parle d'un autre truc, j'ai oublié de t'en parler au début. On a dit que Scrum était fondé sur l'empirisme, mais il est aussi fondé sur la pensée lean. Et l'une des parties de la pensée lean, à part le respect des personnes, c'est aussi justement traquer le gaspillage, justement aller retourner droit à l'essentiel. Et là, par exemple, si en sprint planning, tu remplis ton sprint backlog full capacité, en fait, vous êtes juste en train de perdre du temps en sprint planning, puisqu'à un moment, vous allez finir par y toucher. Et même pire, il y a des équipes qui n'y touchent pas, qui pensent qu'ils sont en waterfall, où le PO, il leur pousse un tas de tickets dans la tronche, on en déduit un objectif de sprint, donc tu vois, on fait le truc complètement à l'envers, l'objectif de sprint ne sert absolument à rien dans ces cas-là, et on démarre. Et le PO met la pression pour que les devs, ils finissent tout. Non, c'est l'inverse. C'est pourquoi ce sprint existe. Et c'est ça, en fait, qui motive les développeurs à travailler dans cette équipe pour ce produit. Parce qu'ils ont un objectif qu'ils ont conçu eux-mêmes avec le PO et on les laisse complètement garants, autogérés pour trouver la solution. Et c'est comme ça que tu arrives à créer de la motivation avec des développeurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui pètent un câble, qui sont dans des feature factory où on leur pousse tout un tas d'items à dire vous terminez ça d'ici la fin du sprint. Ça, c'est pas entendable. Et pourtant, on voit ça dans beaucoup d'équipes. Je l'ai vécu personnellement, mais pas récemment. Honnêtement, dans des expériences très très passées, donc j'avais connu ça, mais ça s'est amélioré avec le temps. Très bien, donc ça c'était pour la partie chapitre Rituel Scrum. Je crois qu'on dit pas mal de choses et c'était bien complet. Événement événement Scrum. N'hésitez pas à commenter, à me tomber dessus. J'apprends aussi aujourd'hui avec vous. Bullshit. Allez-y, commentez. Bullshit avec une casquette. Très bien, donc ça c'était pour les événements. Je vais y arriver. C'était tout pour la première partie concernant Scrum. Comme vous le savez, il y a énormément de choses à dire. On a la chance d'avoir Jean-Christophe avec nous parce que voilà, donc c'est le meilleur pour moi dans la partie Scrum pour nous simplifier tout ça. La suite est à venir. Donc on va parler d'estimation, de product owner, du Scrum Master. On va parler d'énormément de choses sur lesquelles Jean-Christophe aura beaucoup de choses à nous dire aussi. Donc si vous avez aimé, dites-le nous, likez, partagez, commentez. Si vous n'avez pas aimé, dites rien. Non. Si vous n'avez pas aimé, dites-le dites-le aussi, oui. À chaque fois, je fais la blague à la fin, mais dites-le et aidez-nous à améliorer le contenu de la chaîne. Donc aujourd'hui, on fait tout pour inviter les meilleurs intervenants des domaines associés qu'on veut simplifier. Donc c'est grâce à vous que la chaîne va aussi continuer à exister. Merci Jean-Christophe, je te dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Peut-être un petit mot de la fin pour aujourd'hui, Jean-Christophe. Ouais, j'ai soif. On a trop parlé. Tu vois bien que c'est un sujet qui me passionne beaucoup, donc on peut partir super loin. Oui. Mais d'ailleurs, je compte bientôt mettre en place une petite formation, tu vois, de 5 ou 6 heures, proposer une formation de 5-6 heures, où je vais commenter vraiment tout le Scrum Guide, expliquer entre les lignes, vraiment faire comprendre tout ça, vous donner des tas d'astuces, des choses hyper concrètes, des choses à mettre en place dans votre quotidien pour devenir des meilleurs PO, des meilleurs Scrum Masters, des meilleurs développeurs et avoir des trucs super activables. Donc,
Très bien. tenez-vous au courant. Abonnez-vous aussi à mon profil. Suivez-moi. Ouais. Je crée des contenus tous les jours ou quasiment. Contenus, comme disait Rafik, qui sont en rapport avec l'agilité, le management, la productivité, Scrum, Kanban, ce que vous voulez. Bref, des choses qui vont Ouais. vous aider. Oui, complètement. Allez suivre Jean-Christophe. Je vous le préconise, je vous le conseille fortement. Et pour nous, pour clôturer, comme d'habitude, que la fin du bullshit en informatique commence. À bientôt. Allez!